Merci beaucoup Bernard pour cette présentation presque exhaustive, je dirais, de mon parcours depuis mes débuts de chercheur, docteur en philosophie. Je voudrais également remercier l'Institut d'études anciennes et médiévales pour son invitation et bien entendu l'ensemble des membres de l'Institut pour leur très chaleureux accueil. Je remercie également la faculté de philosophie de l'Université Laval de me permettre d'être là pour cette session et pour m'adresser à vous aujourd'hui. Alors, comme Bernard l'a dit, j'ai une double casquette en tant que philosophe comparatiste. Je vais pour la séance d'aujourd'hui complètement retirer ma casquette de connaisseur de la pensée chinoise pour revêtir ma casquette de connaisseur de la philosophie grecque ancienne, plus particulièrement du néoplatonisme tardif et encore plus particulièrement de Damascus. Alors, mon intérêt pour Damascus remonte finalement à mes tout débuts en philosophie, puisque dans le premier cours de philosophie ancienne, un cours de grand courant, le professeur, avec qui j'ai ensuite fait ma thèse de doctorat, concluait son panorama de la philosophie de l'Antiquité tardive en nous présentant les développements du néoplatonisme post-plotinien et parlait de Damascus, très brièvement, en nous disant qu'il se situait dans la lignée de Jamblique, parmi ces philosophes platoniciens qui, non contents de trouver en l'un le premier principe de toute réalité, allaient superposer encore au-delà de l'un un autre principe, encore plus premier, encore plus transcendant, encore plus absolu, premier principe qui s'appellera, et qui s'appelle d'ailleurs, l'ineffable. Alors, je suis là aujourd'hui pour finalement essayer de vous convaincre du contraire, et donc de vous montrer, ou en tout cas de vous suggérer que chez Damascus, l'ineffable n'est peut-être pas tout à fait un principe. Alors, avant d'entrer dans ce sujet, quelques mots peut-être de la figure, de la personne de Damascus, pour ceux qui n'en sont pas familiers. Alors, comme son nom l'indique, Damascus est originaire de Damas. Il quitta assez tôt sa ville natale pour se rendre à Alexandrie, où il étudia et puis enseigna la rhétorique pendant plusieurs années. Il finit par se rendre à Athènes, où il continue à enseigner la rhétorique, pour ensuite se convertir, diront certains, à la philosophie et à intégrer pleinement l'école platonicienne d'Athènes, où il fera carrière, et une carrière que l'on devine brillante, puisqu'il finira par en occuper la tête et la direction. Le contexte dans lequel Damascus étudie et puis enseigne la philosophie à Athènes est très fortement marqué par l'influence de Proclus, et on devine que Damascus est constamment en dialogue avec Proclus, en tout cas en dialogue posthume, puisque Proclus est décédé lorsque Damascus arrive à l'école, ou en tout cas est extrêmement vieux, mais donc on devine que Damascus entretient un dialogue constant avec Proclus. Alors quelques rapides petits mots. Damascus occupera la tête de l'école d'Athènes jusqu'en 529, moment où le décret de Justinien proscrira l'enseignement de la philosophie. Damascus fait partie de ces penseurs qui quitteront Athènes pour se rendre en Perse, où, déçus par la réalité perse, ils finiront par quitter la cour du roi qui avait bien voulu leur donner asile. Et puis la trace de Damascus se perd, et nous ne savons pas avec précision où, quand et dans quelles circonstances il finira ses jours. Du point de vue de ses œuvres, Damascus est un auteur et un commentateur prolifique. La liste de ses œuvres est assez nombreuse. Parmi les œuvres qui ont été transmises figure le traité des premiers principes, dont il sera question aujourd'hui, un commentaire sur le Parménide de Platon, dont il manque malheureusement le commentaire à la première hypothèse, des notes de commentaires sur le Phédon, en 2 versions, des notes de commentaires sur le Philèbe, des fragments d'une histoire philosophique qui dresse un portrait de l'état de la philosophie à l'époque de Damascus dans le monde méditerranéen, centré autour d'Athènes, histoire qui est également un portrait du maître de Damascus, un portrait intellectuel du maître de Damascus en matière de philosophie, à savoir Isidore. À cela s'ajoutent les fragments d'un traité intitulé Du nombre, du lieu et du temps, qui est recueilli dans le commentaire à la physique de Simplicius. Et puis alors la liste des œuvres non transmises, qui est un peu plus longue,
probablement un commentaire au premier Alcibiade et au Timée de Platon, ainsi que des références éparses à des leçons sur la République, sur les lois, sur le sophiste et sur le Phèdre, et peut-être également un projet de commentaire sur les oracles chaldéiques. Donc on le voit, Damascus est un auteur qui a couvert presque tous les champs de la philosophie telle qu'elle était conçue dans l'école d'Athènes, et un auteur dont on ne peut que déplorer la perte de nombreuses œuvres. C'est également quelqu'un qui est réputé pour son ardeur à la tâche, sa passion pour le travail, et, à en croire Simplicius, dans le texte 1 de l'Exemplier, le fait qu'il ait introduit en philosophie bien des travaux pénibles. Alors c'est aujourd'hui peut-être à ce qui est apparu comme le plus pénible de ces travaux que nous allons nous intéresser, à savoir le traité des premiers principes, et plus précisément les premières pages de ce traité. Le traité des premiers principes qui, comme l'a dit Geert van Riel, n'est pas à proprement parler un traité de métaphysique dans le sens où il exposerait le système de Damascus, mais c'est bien plutôt un traité de recherche. C'est une quête métaphysique et une recherche en train de se faire. Une recherche en train de se faire, donc en lisant le traité des premiers principes, nous sommes confrontés aux questions que se pose Damascus, à la manière dont il les résout ou dont il échoue ou peine à les résoudre, et donc nous sommes constamment confrontés à des apories, c'est-à-dire des questions finalement sans réponse ou des voies sans issue, et on considère donc le traité des premiers principes comme une enquête, et c'est véritablement ça sa plus grande originalité, une enquête critique, ou, pour être un peu plus fidèle à la lettre du texte, une enquête aporétique sur les premiers principes de toute réalité, et donc de tous les êtres, mais également sur les capacités et incapacités de la pensée humaine à aborder ces principes et à en articuler un discours. Alors comme on s'en rend compte immédiatement en ouvrant ce traité s'ouvre sur une question qui prendra, je l'ai esquissé, la tournure d'une aporie, aporie qui porte sur les concepts de principe et de tout dans leur articulation mutuelle, mais également dans leur position absolue. Vous avez le texte de l'aporie qui est reproduit dans l'exemplier, je ne vais pas le lire en entier, et j'ai également joint à la fin de l'exemplier un schéma qui est la manière dont j'ai, dans ma thèse notamment, reconstruit les raisonnements de Damascus et les chemins, les boucles infinies et les impasses dans lesquelles nous enferme le raisonnement de Damascus dans à peu près, grosso modo, les 2 premières pages du traité des premiers principes. Je l'ai dit, le traité est une enquête sur les principes de toute réalité de tous les êtres, mais également une enquête sur ce qu'il s'agit d'entendre par tout, toute la réalité prise comme un tout. C'est en ce sens que, dans l'aporie initiale, les concepts de principe et de tout sont d'abord réfléchis l'un par rapport à l'autre. Le tout est posé comme provenant d'un principe, exigence sine qua non de la métaphysique néoplatonicienne, voire même exigence de la philosophie depuis Aristote, puisque c'est d'abord à Aristote que Damascus se réfère lorsqu'il dit que tout est ou bien principe, soit issu d'un principe. Donc toute réalité et toute la réalité doit provenir d'un principe. Jusque-là, tout va bien, puisqu'alors on pourra concevoir le principe, le premier principe de tout, comme ce qui, se distinguant de toute la réalité afin de pouvoir être son principe, car un principe doit se distinguer sous au moins un rapport de son effet, sans quoi il s'identifiera à celui-ci, il n'y aurait plus de différence entre effet ou principier et principe. Donc le premier principe de tout se distingue de tout, et le tout en découle comme son effet. Jusque-là, tout va bien, jusqu'au moment où nous posons ces concepts, non plus dans leur relation l'un à l'autre, mais dans une position absolue. Et Damascus va réfléchir très tôt dans le texte à qu'est-ce qu'un principe absolu. Un principe absolu, c'est-à-dire un principe qui devrait conditionner toute la réalité, se distinguer donc de toute la réalité, garder une distance vis-à-vis de ce tout, et donc d'une certaine manière ne pas être
contaminé par un quelconque caractère du tout. Mais en revanche, le tout, pris au sens strict ou au sens absolu, devra être ce qui ne laisse rien en dehors de lui-même. Or, si on pose un tout venu d'un principe, le principe échappe au tout, puisqu'en vertu des réquisites de la notion de principe, il doit se trouver en dehors de celui-ci. Nous sommes donc coincés entre un tout qui ne laisse rien en dehors de lui, y compris son principe, et un principe qui a l'air de ne vouloir se connecter à rien ou ne laisser rien entrer, y compris ce tout dont il est supposé être le principe. Voici, rapidement résumé, les rouages de l'aporie. Dans les prolongements de ce texte, Damascus va approfondir la question et surtout, c'est ça qui va nous intéresser, montrer que l'un, principe premier de la métaphysique néoplatonicienne depuis Plotin, l'un ne répond pas adéquatement à l'exigence du principe absolu, car, et c'est là l'un des tours de force de Damascus, il va montrer que l'un, d'une certaine manière, peut déjà être conçu comme tout. Il va donc s'opposer à Plotin, s'opposer à Proclus, et montrer que l'un, d'une certaine manière, sous un certain rapport, est déjà tout, conçu antérieurement à tout. Il est le tout replié sur le mode de l'absolue simplicité de l'un. Je n'entre pas dans les détails de cette conception particulière de l'un. Ce que nous devons retenir, c'est que, étant conçu comme tout, eh bien, l'un est déjà tout d'une certaine manière. L'un est peut-être déjà trop coordonné à ses effets, ou en tout cas, il reste emprisonné dans ce que certains commentateurs appellent la logique du tout. À partir de cette conception renouvelée de l'un, Damascus va introduire l'idée d'un soupçon, une divination, dira-t-il à l'une ou l'autre occasion, divination qu'au-delà de l'un subsiste, existe, se trouve encore un principe encore plus incoordonné, encore plus inaccessible, principe qu'il appellera plus tard l'ineffable. On le voit, l'ineffable est donc introduit de manière à résoudre l'antinomie du principe et du tout qui était à l'œuvre dans l'aporie initiale, et de manière à sortir de la logique qui veut que l'un reste coordonné à ses dérivés. Ce principe ineffable, Damascus va multiplier les efforts pour le cerner, en même temps qu'il va multiplier les ambivalences et multiplier les apories pour montrer que de l'ineffable, rien ne peut être dit, c'est la notion stricte de son concept, qu'il faut le concevoir comme tellement transcendant qu'il n'est même pas cela, même pas transcendant, car la transcendance suppose encore une certaine relation. Or, un principe, véritablement principe de tout, doit être sans coordination, absolument. Donc l'ineffable est absolument indicible, inconnaissable, incoordonné, et la pensée qui essaye de l'atteindre ne cesse d'être confrontée à son propre échec. Et c'est là l'une des originalités de la démarche de Damascus, c'est qu'à un certain moment dans les premières pages du traité des premiers principes, le discours se transforme non plus en un discours sur l'ineffable, puisque c'est impossible, mais en un discours sur la pensée dans son échec à saisir l'ineffable. Donc nous avons cet emboîtement de deux fonctions du discours de métaphysique sur les principes et discours, on pourrait dire noétique, sur les capacités de l'âme ou les incapacités de l'âme à saisir le principe et sur l'engendrement continu des apories que cette quête du principe absolu suscite. Néanmoins, malgré les arguments, et Damascus en avance deux, les arguments qui devraient empêcher cette remontée au-delà même de l'un, nous convaincre que l'un reste le sommet de ce qui est concevable pour nous, eh bien, ce besoin, cette soupçon qu'il existe un principe incoordonné subsiste et, d'une certaine manière, l'âme humaine ne peut pas s'en départir. C'est à cette occasion-là, c'est le texte 9 de l'exemplier, Damascus va dire que ce besoin subsiste, et c'est dans ce texte qui est dense, excessivement dense, et que je ne vais donc pas commenter en détail, mais que vous pouvez lire et relire pour vous en pénétrer. C'est à cette occasion-là, donc on est déjà à la page 8 du traité des premiers principes, que Damascus introduit le concept d'ineffable. Je voudrais à présent faire un tour d'horizon
rapide et non exhaustif et dégager deux tendances interprétatives de ces pages de la première section du traité des premiers principes que je viens de résumer à très gros traits, section que les éditeurs de l'édition de référence, donc Joseph Combes et Landert Westerich, intitulent « Aporétique de la notion de principe absolu ». Comment cette section a-t-elle été lue par les commentateurs de Damascus? Eh bien, je détaillerai deux voies d'interprétation. La première, que je qualifierai, on va voir pourquoi, de réaliste, voit dans l'ineffable le fin mot de la métaphysique de Damascus et voit dans l'ineffable un véritable principe. En dépassant l'un, Damascus s'élève à un nouveau principe et élève la pensée à un principe encore plus premier que l'un. Cette interprétation est soutenue notamment par une chercheuse nommée Marilena Vlad dans une publication assez récente. Et Marilena Vlad soutient que l'ineffable est finalement, chez Damascus, le seul principe. Ce sont ces mots. Une interprétation similaire a été défendue dans une étude comparée entre Proclus et Damascus par Jonathan Craig. Jonathan Craig, pour qui l'ineffable est, chez Damascus, le principe de la transcendance de l'un. Il est le principe par lequel l'un, malgré sa nature de tout, peut rester transcendant à ses effets sans être totalement coordonné à eux. Et donc on voit que l'interprétation de Craig distribue d'une certaine manière les différentes fonctions du principe que l'antinomie du principe et du tout mettait à jour entre l'un et l'ineffable. Donc il faudrait rebattre les cartes et redistribuer les rôles. L'un ne suffit pas. On trouve l'ineffable et tout ça va très bien. L'un est un principe coordonné, l'ineffable est un principe incoordonné et l'un est coordonné en vertu de l'ineffable. On va voir que ça pose des problèmes. Alors, je dirais que cette tendance est la tendance la plus lourde dans les études damascéennes aujourd'hui, et c'est elle qui va du coup retenir notre attention. C'est une tendance qui, pour le dire d'un mot, semble interpréter, accorder d'une certaine manière une hypostase, donc une forme de réalité à l'ineffable. Donc il y aurait, si on reprend le système plotinien, les trois hypostases classiques, que sont l'âme, l'intelligence et l'un, et avec Damascus viendrait s'ajouter une quatrième hypostase, l'hypostase de l'ineffable. Je laisse ça sur le côté, de manière à dire quelques mots maintenant de la seconde tendance interprétative, qui est, elle, représentée par des chercheuses comme Sarah Abel-Rapp et Carole Métry-Tresson, qui, de longue date, ont défendu une interprétation que l'on pourrait qualifier de subjectiviste. Subjectiviste, dans la mesure, ce sont les mots de Jonathan Craig, qui critique sévèrement cette interprétation. Subjectiviste parce que l'ineffable, dans cette perspective, n'est plus conçu comme un principe réel, et donc doué d'une véritable causalité, mais comme un outil. L'ineffable est un outil. Au même titre, dit quelque part Jonathan Craig que les idées de la raison pure chez Kant, c'est-à-dire que ce n'est pas une idée qui renvoie à un objet quelque part dans le réel, à un véritable objet, mais c'est une idée qui ne renvoie à aucune entité et qui permet à Damascus de traquer, de sonder et d'exposer toutes les déficiences de l'intelligence humaine dans sa recherche des principes. Cette interprétation, en d'autres termes, met avant tout l'accent sur le geste critique de Damascus plutôt que sur son geste métaphysique. Il y aurait donc, plutôt que la position d'un nouveau sommet, un véritable diagnostic et une perquisition minutieuse, ce sont les mots de Carole Métry-Tresson, une perquisition minutieuse de la pensée métaphysique à l'œuvre. Métry-Tresson a un argument assez beau à ce sujet. Elle dit qu'il faut prendre toute la mesure de la manière dont Damascus suggère l'ineffable. Il l'appelle le rien, to ouden en grec, et il l'appelle le rien, c'est-à-dire ce qui, étant au-delà de l'un, n'est même pas un. C'est donc le même pas un, to ouden. Et donc, vous voyez, to ouden, avec l'apostrophe, enfin l'élision. Et donc, vous avez ce jeu de mots
que, selon Métri Tresson, qui à mon sens défend une version extrême de cette seconde tendance interprétative, ce jeu de mots dont il faut prendre absolument toute la mesure. Alors ce ne sont pas les seules voies d'interprétation, les deux que je viens de détailler, ce ne sont pas les seules voies d'interprétation, il y en a d'autres, mais qui sont minoritaires ou en tout cas plus difficiles à suivre parce que moins explicites sur le statut de l'ineffable. On va y venir. Alors, dans la partie de l'exposé que je vais commencer maintenant, je voudrais m'attarder sur les problèmes que posent l'une et l'autre de ces tendances interprétatives afin de montrer que l'une et l'autre ne permet pas de développer une lecture complète de l'effort de Damascus, de la quête de Damascus dans le traité des premiers principes. Je vais aller très vite sur la deuxième de ces tendances interprétatives, à savoir l'interprétation subjectiviste, parce qu'elle pose à mon sens moins de problèmes et qu'il me semble en fait que ces problèmes peuvent être résolus de façon relativement simple. La critique principale que l'on pourrait adresser à la tendance subjectiviste, c'est de faire de la pensée de Damascus une noétique fermée sur elle-même. Une noétique fermée sur elle-même, je m'explique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que toute l'originalité de Damascus est de faire une pensée de la pensée pensant les premiers principes. Donc toute son originalité résiderait dans son geste critique plutôt que dans son geste métaphysique, mais dans ce cas, on a du mal à voir comment le discours de Damascus dans le traité des premiers principes pourrait être autre chose qu'un discours sur la pensée et pas en même temps un discours sur les principes, donc un discours sur certaines entités métaphysiques, précisément dans leur résistance au discours. C'est l'échec du discours qui est mis en avant, mais moins que la résistance des entités elles-mêmes. Et là, il me semble qu'il y a un certain déséquilibre dans cette lecture. Cette lecture prête le flanc à une autre critique, une critique qui a été développée notamment par Jan Opsomer et Geert van Riel de la KU Leuven, donc des voisins à moi, qui disent, mais finalement, l'ineffable chez Damascus, ça a l'air d'être un ajout superflu, une espèce d'entité, on ne sait pas très bien quoi en faire dans le système, dans le système néoplatonicien tel que l'utilise Damascus, et donc ça a l'air d'être une entité qui ne sert à rien. C'est une entité qui ne sert à rien. Donc si cette entité ne sert à rien, on voit mal où est l'originalité de la métaphysique de Damascus, et finalement on pourrait s'en tenir à la métaphysique de Proclus ou de Plotin, chez qui l'un est déjà ineffable, et donc on ne comprend pas très bien le gain qu'il y a à dédoubler le premier principe. Alors je l'ai dit, cette tendance interprétative pourrait finalement être assez facilement prolongée, et c'est ce que je me suis employé à faire dans ma thèse et dans un livre que j'essaye de faire paraître, que j'espère voir paraître prochainement. Donc je ne m'attarde pas là-dessus parce qu'il me semble que j'ai fait le travail et que ça nous emmènerait en fait finalement dans une lecture de la totalité du traité des premiers principes et de la totalité de l'aporétique de l'un, aporétique de l'un qui occupe en fait la quasi-totalité du reste du traité des premiers principes. Donc c'est 3 volumes de 120, 160 et 180 pages. L'ineffable est développé dans les 20 premières du premier volume. Donc il me semble que finalement la manière de répondre aux critiques adressables à l'école subjectiviste, ce serait de prolonger l'étude et de lire simplement tout le traité des premiers principes. En revanche, l'interprétation réaliste prête le flanc à des critiques beaucoup plus fondamentales, et c'est là-dessus que je vais à présent insister et tâcher de conclure. Nous l'avons vu, cette tendance voit dans l'ineffable un véritable principe. Or, ce faisant, elles attribuent à l'ineffable quelques déterminations, à savoir la détermination certes minimale d'être un principe. Et ce faisant, elles ont l'air déjà de briser l'interdit de parler de l'ineffable, et donc la cohérence que Damascus maintient bec et ongle du concept d'ineffable lui-même. Si on dit « oui, mais finalement l'ineffable est un principe », eh bien on dit quelque chose de lui, et donc on contourne d'une certaine manière l'interdit, mais plus grave encore, on ne tient pas réellement compte,
et il me semble que Jonathan Craig tombe dans ce piège, on ne tient pas véritablement compte de toute la subtilité des jeux de langage que Damascus déploie dans la poétique de la notion de principe absolu. En fin de compte, et là les tenants de l'interprétation réaliste et de l'interprétation subjectiviste sont d'accord, les apories et les insuccès de la pensée que Damascus met à jour dans la première partie du traité en font aussi un exercice de purification de l'intelligence donc enquête critique, intelligence qui découvre ses incapacités, là tout le monde est d'accord, mais ce que Jonathan Craig notamment finit par faire, c'est de dire « oui, mais ça c'est un emploi ironique du langage ». Donc Damascus dit quelque chose, mais en fait il faut comprendre le contraire. Donc lorsque Damascus dit que finalement l'un est le premier et le dernier conjecturable, et qu'on pourrait ne pas pouvoir remonter au-delà de lui, non mais en fait c'est pas grave, il dit qu'on peut. Lorsque Damascus dit, et je vais y revenir, que de l'ineffable il ne faut l'appeler ni principe, ni cause, ni fécond, ni infécond, etc., etc., en fin de compte il dit qu'il est quand même principe. C'est ironique, ce sont des formules ironiques. Et donc on désactive en fait toute l'originalité de Damascus par rapport à toute l'originalité de la philosophie du langage de Damascus dans cette première partie. Plus grave encore, cette lecture a l'air de ne pas lire la première phrase du traité des premiers principes tel qu'il nous est parvenu, première phrase donc, que vous avez dans l'exemplier, où Damascus pose bien la question à propos de ce que l'on appelle le premier principe du tout, l'égoméné, mian arken. Donc, la question du principe par Damascus a l'air d'être d'emblée posée dans la perspective de ce qui est dissible pour nous. Donc l'ineffable, en vertu du fait qu'on ne peut rien en dire, ne semble pas répondre même à la question que Damascus pose. Donc on a l'air de faire abstraction de cette première phrase, ou en tout cas de ce participe ici, pour contourner, tourner toute la poétique de la notion de principe absolu en un usage aporétique ironique du langage, ou alors, comme le fait Marilyn Havlad de manière alors là, beaucoup plus subtile que Jonathan Craig, d'insister sur la divination, le soupçon et tout ce caractère indirect du langage que Damascus utilise dans la première partie. Toujours est-il qu'on a l'air de ne pas tenir compte de cette première phrase où Damascus nous dit bien que ce qu'il cherche, c'est ce que l'on appelle le premier principe, ce que l'on peut dire principe. Or, nous l'avons vu, ce que l'on peut dire principe, c'est ce qui a des effets. Le principe cohérent dans son concept, c'est le principe de quelque chose, principe de X. Un principe sans effet, donc dont on ne peut même pas dire qu'il est principe de, semble ne pas répondre aux exigences les plus fondamentales du concept de principe, parce que ce serait un principe sans effet, un principe sans relation, et donc, pour passer non plus sur le plan du langage, mais pour passer au plan métaphysique, ce serait un principe sans principialité. Un principe castré, si vous voulez, infécond, impotent. Donc, puisque pour définir un principe, il nous faut cette notion de principialité, donc le fait qu'il soit principe de ses effets. Et là, les interprétations réalistes ont l'air de ne pas tenir compte de certains textes de Damascus. Ce sont principalement le texte le texte 11 et 12 dans votre exemplier, où Damascus écrit textuellement, noir sur blanc, « Il ne faut même pas l'appeler principe, ni cause, ni premier, ni antérieur à tout, ni au-delà de tout, encore moins donc le proclamer tout. Bref, il ne faut ni le proclamer, ni le concevoir, ni le conjecturer. » Ça a l'air anecdotique, mais ce n'est pas une déclaration isolée dans l'œuvre de Damascus, et on peut trouver au moins 7 autres textes, le texte 12, car cet ineffable-là, ce n'est pas des discours qu'il est principe, ni des connaissances, car il n'est principe ni des vies, ni des êtres, ni des uns, mais il l'est absolument de tout et il est placé au-dessus de toute pensée. Alors peut-être que les interprétations réalistes insistent trop sur la deuxième partie de ce texte et ne prennent pas suffisamment compte ce que Damascus dit dans la première partie du texte. Quelles leçons pourrons-nous en tirer? Eh bien, il semble que l'ineffable, et je terminerai par là, n'est pour Damascus principe
dans aucun ordre du discours, c'est-à-dire aussi dans aucun ordre de la pensée, dans aucun ordre du logos, dans aucun ordre logique. L'ineffable n'est principe ni dans l'ordre gnoséologique. Il ne génère aucune connaissance. Il n'est pas non plus principe dans l'ordre ontologique, c'est-à-dire qu'il ne génère aucun être, en ce compris les intelligibles, puisque les intelligibles sont, je vous le rappelle, dans le système néoplatonicien, les premiers êtres au sens propre du terme, également les premiers vivants. L'intelligible est vivant, mais l'ineffable ne produit ni vie ni être. Et il n'est pas non plus principe des uns, donc il n'est pas principe dans l'ordre énologique, c'est-à-dire qu'il ne génère ni l'un lui-même, ni l'un pur, l'un tout antérieurement à tout, ni même les énades, qui sont dans le système de Proclus, mais également d'une certaine manière chez Damascus, ces espèces d'entités une, intermédiaires entre l'un et le multiple. Finalement, de l'ineffable, on ne peut rien dire, sinon qu'il est principe absolument, c'est-à-dire de manière indicible. Puisque de l'absolu, il n'y a pas de discours, on commence à l'avoir compris, en d'autres termes, puisqu'il n'est principe dont on ne peut pas dire qu'il est principe, il ne répond pas à la question que soulève Damascus, et il est un principe sans principialité, puisque sans aucune coordination ni relativité aucune à ses effets, ce qui semble être pourtant l'un des réquisites fondamentaux de la notion de principe telle que Damascus l'élabore dans les premières pages du traité des premiers principes. En d'autres termes, je me rangerai du côté de l'interprétation subjectiviste pour dire qu'il ne faut pas être étonné avec Damascus quand il a l'air de dire « tout et son contraire », puisqu'il le dit lui-même, il le dit à propos de l'ineffable, le discours a conçu de toutes les façons des arguments opposés, et toute proposition se renverse à l'infini en son contraire. Donc l'ineffable ne fait que générer de l'aporie, et il faudra réorienter l'enquête, et Damascus le dira, c'est un texte qui se trouve dans votre exemplier également, c'est le texte 10, Damascus le dira à l'issue de l'aporétique de la notion de principe absolu et dans la transition vers l'aporétique de la notion d'un, il dira, eh bien, revenons-en à l'un, débarrassons-nous des apories indiscrètes à l'égard de l'ineffable et revenons à l'un qui est, pour nous, le premier conjecturable, le premier pensable, en dépit de toutes les complexités, toutes les complications que l'un pose. En définitive, et pour terminer, je dirais que l'ineffable, si on veut vraiment le tenir pour le principe de tout, eh bien, ce sera au prix de le concevoir comme ce qui n'est pas principe du tout. Je vous remercie de votre attention.